Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nicole Girard-Mangin. Même s'il y a quelques rues qui portent son nom et que des timbres à son effigie ont été produits, Nicole Girard-Mangin n'est pas vraiment très connue. Je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de livres qui en parlent, à part ce livre-là. Donc le père de Nicole cumule plusieurs casquettes, puisque d'un côté, il gère la brasserie familiale, mais de l'autre, il travaille aussi au service de recrutement dans l'armée, ce qui lui permet de nouer de bonnes relations, et il devient finalement un négociant en vin reconnu et respecté. Il est aussi républicain convaincu et athée. Sa mère, nous ne savons pas grand-chose sur elle, si ce n'est que c'est une femme discrète et qui meurt malheureusement assez jeune. Donc Charlotte Nicole, elle a 3 jeunes frères. Elle fréquente d'abord le lycée Fénelon, puis elle passe son bac alors que le bac était plutôt réservé aux garçons. Et en 1897, c'est le moment pour elle de choisir ses études et elle entre en première année de médecine. Elle est vraiment passionnée par la science, par son travail. Elle commence à s'intéresser au cancer et à la tuberculose. Quand elle a 21 ans, elle épouse André Girard, qui est un des jeunes associés de son père. Donc c'est un mariage d'amour. Et André ne demande pas à Nicole d'arrêter ses études et il la soutient plutôt dans son choix d'études. Ils ont un fils, Étienne. Et un jour, Nicole se rend compte que son mari la trompe et elle demande le divorce. Après seulement 4 ans de mariage, une fois le divorce obtenu, elle garde une bonne relation avec son fils, mais son fils est quand même confié à son mari. Nicole poursuit ses études à la Sorbonne. En 1909, à l'âge de 31 ans, elle présente enfin sa thèse. Sa thèse s'intitule « Les poisons cancéreux ». Elle obtient des mentions très honorables du jury. Il faut dire aussi que pour sa thèse, elle a étudié 90 tumeurs différentes sur 287 cobayes différents. Les chiffres sont vraiment impressionnants. Après la thèse, elle ne veut pas travailler dans un cabinet, mais elle choisit un poste dans un hôpital. Elle poursuit ses recherches, elle participe à des congrès, elle écrit des articles de revues scientifiques et des ouvrages scientifiques. En 1910, elle est même la seule Française au congrès international de la tuberculose à Vienne. Elle est aussi prof à la Sorbonne et elle mène aussi des actions sociales. Par exemple, elle remarque que la tuberculose se propage beaucoup plus rapidement chez les plus pauvres. Et pour remédier à ça, elle participe aussi à la création de sanatoriums, de pouponnières, et elle se sert de son réseau dans la bourgeoisie pour demander des aides financières. Elle se fait respecter par les garçons qu'elle fréquente à la fac, mais elle rencontre tout de même des problèmes. Elle dit dans chaque popote où je suis, il y a 2 sortes de femmes, les putes et les autres. Elle n'hésite pas à critiquer la hiérarchie médicale. Puis la guerre approche et il semble que Nicole n'ait pas vraiment d'opinion très tranchée. Il y a des moments où elle est plutôt pacifique, d'autres où elle est plutôt patriote. En fait, elle est surtout inquiète pour 2 de ses frères qui sont mobilisés. Et au moment du recrutement pendant la Première Guerre mondiale, on trouve aussi quelques rares cas de femmes qui sont mobilisées par erreur parce que l'administration les confond avec des hommes. Apparemment, il y avait un dossier des médecins où il y avait juste marqué Gérard Mangin, donc les 2 noms de famille de Nicole, son nom de jeune fille et le nom de son ex-mari. Et il y a dû y avoir un fonctionnaire qui a confondu Gérard Mangin avec Gérard Mangin. Et Nicole, elle aurait pu faire remarquer l'erreur et rester tranquillou dans son hôpital parisien. Mais elle choisit plutôt de partir sur le front et d'aider les soldats sur le front. Donc l'officier qui la reçoit, il est surpris,
mais il accepte quand même de la laisser partir parce qu'on manque de médecins. Et petit fun fact, il n'y a pas d'uniforme dispo pour les femmes dans l'armée française, et donc pendant toute la durée du conflit, elle portera un uniforme de femme médecin de l'armée anglaise. En 1916, elle est affectée à la bataille de Verdun. Donc la bataille de Verdun, vraiment la plus longue et la plus grande des batailles de la Première Guerre mondiale. Une bataille qui a duré 10 mois, qui a fait 305 000 morts et 400 000 blessés. Et au-delà des blessés, Nicole doit aussi soigner une épidémie de fièvre typhoïde parmi les soldats. Ses amis lui offrent une petite chienne. Cette petite chienne, elle décide de l'appeler Dain ou Dune en hommage à Verdun. L'animal va l'accompagner partout sur les tranchées. Nicole dira même que ce chien, c'était son seul et son plus fidèle compagnon dans un monde d'hommes. Parce que, en effet, elle subit des discriminations. Il y a le médecin-chef qui lui interdit l'entrée de la salle des malades au prétexte qu'elle est une femme. Elle écrit qu'elle se sent traitée comme une pestiférée, mais qu'elle acquiert progressivement le respect de ses confrères. Après avoir passé un moment à Verdun, elle est nommée dans un autre hôpital. Cette fois-ci, elle devient aide opératoire pour les chirurgiens. Donc, toute la journée, elle opère et elle finit par tomber épuisée et par s'endormir sur les brancards. Mais en même temps, elle a enfin la reconnaissance qu'elle attendait. Elle dit « On admettait enfin que j'étais capable de quelque chose ». Elle est ensuite nommée au grade de médecin-capitaine et elle devient directrice de l'hôpital Edith Cavell, qui est aussi une école pour infirmières. D'ailleurs, parmi les enseignants de cette école, il y a des professeurs renommés comme Marie Curie, qui enseigne la radiologie. Nicole va vraiment donner sa vie pour cet hôpital. Une amie journaliste écrit par exemple qu'elle se lève à 7h du matin pour se coucher à 2h du matin. Elle a très peu de temps libre, elle ne connaît pas les jours fériés ni les week-ends. Après la guerre, Nicole participe aussi à des congrès internationaux. Et le 6 juin 1919, alors qu'elle est âgée de 41 ans, elle est retrouvée morte dans son domicile parisien. Et elle est entourée de fioles et donc elle se serait suicidée. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi, si elle a fait une dépression nerveuse ou peut-être qu'elle avait une maladie et qu'elle ne voulait pas se voir faible, se voir mourante, et donc elle a préféré se suicider. Il n'empêche qu'elle n'est vraiment très peu connue, et pourtant elle a marqué l'histoire de la médecine et elle a aussi marqué l'histoire de l'armée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.